présent à chaque souffle. Il nous guide, nous transporte, nous procure une émotion instantanée, nous bouleverse, nous traverse, nous submerge, nous apaise. Qui est-il ? Derrière cette énigmatique description se cache l'odorat. Propre à chaque être, l'odorat, par son puissant pouvoir, nous rappelle un être cher, un souvenir unique. Je suis Anne-Laure Johalan, hôte de ce podcast Sens figuré. Depuis l'enfance et de manière indescriptible, j'ai ressenti intensément les émotions et les odeurs. Mon histoire personnelle est mêlée d'images, mais aussi d'odeurs, me rappelant mes origines, des galettes de ma grand-mère le mercredi midi, à l'odeur rassurante du figuier les soirs d'été. Passionnée par le pouvoir aux multiples facettes de l'olfaction et des fragrances, avec ce podcast, je pars à la découverte, avec vous, de cet univers fascinant qui recèle, à mes yeux, de nombreux mystères. Avec Sens figuré, je vous emmène à la rencontre de ceux qui, enfants, ressentaient les odeurs avec une sensibilité exacerbée pour poser un doux regard sur le monde, qui ont osé, un jour, à la faveur d'une rencontre, d'un élan du cœur, d'un saut dans l'inconnu, dans l'irrationnel, dans l'imperceptible, tracer un sillage différent de celui qu'ils avaient imaginé jusqu'alors. Ils ont osé faire vibrer et réveiller ce qui était présent au plus profond de leur âme, convaincus que les senteurs pouvaient transformer leur vie et celle des autres. Avec Sens figuré, je vous emmène avant tout à la rencontre de passionnés de parfums, de senteurs, de fragrances qui vous transporteront pour un voyage olfactif au cœur de vos émotions. Inspirez, sentez, ressentez et découvrez. Vous écoutez mon podcast Sens figuré et vous aimez ma manière de sonder les cœurs et les esprits de mes invités au fil des épisodes ? Dans la lignée de ce podcast, je propose d'écrire ou d'enregistrer pour vous, poser des émotions sur vous, votre parcours, vos créations, fidèles à l'approche que vous pouvez percevoir via Sens figuré. Je propose également des coachings personnalisés, de retour à la connaissance de soi, pour faire des choix en conscience et atteindre avec sérénité vos réalisations et vos objectifs. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène dans l'univers créatif de Manuel Mathieu. Au fil de notre conversation, nous évoquons son enfance à Haïti, entourée d'art, l'expression de sa singularité via l'art sous toutes ses formes, son rapport à la solitude, tel un instant suspendu d'introspection, pour écouter le murmure de son dialogue intérieur. Manuel évoque son accident, véritable cassure dans sa vie et catalyseur pour se réaliser pleinement et offrir au monde des œuvres d'art via des médiums multiples tels la peinture, la sculpture, la poésie, le cinéma. Manuel a souhaité explorer un nouveau médium artistique, le parfum. Il aborde sans phare, avec émotion et la pointe d'humour qui le caractérise, le dialogue artistique singulier qu'il a tissé avec la parfumeure Juliette Karaguzeglou pour créer 3 fragrances, Île Noire, Désir et Écho. Découvrez sans plus attendre son univers artistique, tel un tourbillon créatif infini. Au terme de cette écoute, je vous invite à ancrer dans votre esprit cette citation de Manuel « Tant que l'on est en vie, on peut tout recommencer ». Bonne écoute. Bonjour Manuel. Bonjour. Je te remercie sincèrement d'être le nouvel invité de mon podcast Sens figuré. Alors pour commencer, je vais te poser ma traditionnelle question. Ouais. Si tu devais te décrire par une odeur ou un parfum, quelle serait-elle ? Quel serait-il et pourquoi ? Merci d'ailleurs de m'avoir invité, c'est une très belle question. Je pense que je serais l'odeur de la mer, mais pas seulement l'odeur de la mer, je pense que je serais l'odeur de crustacés et de la mer, parce que ce serait comme un peu de homard grillé, de pieuvre grillé sur le bord de la mer. Donc on a une odeur de sel, on a une odeur de citron aussi, un peu. Puis moi, c'est une bonne manière de combiner la vie et la mort, avec la vie de la terre, les vagues,
le bruit de la terre et aussi mais les animaux de cette terre-là, mais qui sont cuits, si on veut, qui sont Ouais. prêts à être dégustés. Donc, cette odeur de chair et de mer, pour moi, je pense que ça fonctionnerait très bien. Il ne faut pas oublier aussi, avec cette odeur-là, il y a la température aussi. Ouais. Donc, il y Tu a... nous emmènes justement dans quelle mer? Allez, fais-nous Ah, voyager. ah ouais, ouais. Précise-nous, est-ce que c'est Mais l'océan je Atlantique? suis à Jacmel. Je dirais que je suis à Jacmel, dans le sud d'Haïti, à Timouillage. Donc, je mange des crustacés, des homards, du poisson. Donc, il y a des odeurs d'épices aussi. Et ce côté salé, pour moi, l'odeur, ça vient pas seulement avec l'expérience olfactive, mais c'est ce qu'on voit, c'est les couleurs, c'est le son aussi, le bruit de la mer, cette répétition qui devient méditative. Donc, c'est à ça que je pense, c'est à cette odeur que j'aimerais. En fait, c'est ce lieu avec toutes les odeurs qui se combinent pour créer une histoire magnifique. D'ailleurs, j'ai une petite histoire. Quand j'ai développé les 3 premiers parfums, il y a une présence beaucoup d'ambre gris dans les 3 Mhm. parfums. Et mon équipe en Chine m'appelait Ocean Boy. Ce qui disait que ça avait un côté marin. Donc, peut-être que je suis un Ocean Boy finalement. Tu as le droit d'être un ocean boy. Je te remercie de nous avoir emmenés sur les côtes haïtiennes, justement. On enregistre actuellement à Paris, en plein mois de novembre. Le temps est bas et je te remercie de nous avoir fait voyager à la fois olfactivement et à la fois dans ton imaginaire. Oui. Je suis un artiste, c'est ça mon rôle un peu, non? Exactement. Et justement, tu évoques Haïti. Tu es né à Haïti et aujourd'hui, tu es artiste. Tu l'as dit Ouais. aussi. Est-ce que tout petit, tu imaginais être artiste? Le petit Manuel, quand il avait 3 ans, il se disait, moi, je vais être artiste, ou est-ce que c'est venu après? Mais il y a une petite histoire qu'il faut comprendre par rapport au fait de s'appeler ou de se considérer qu'on est un artiste, c'est que en fait, j'ai grandi dans une maison entourée d'art. Ma grand-mère, ma mère collectionne d'ailleurs jusqu'à présent des tableaux, des sculptures, des objets. Elle aime les beaux objets, un peu comme moi. Et à 15 ans, j'ai rencontré le cousin de mon père, Mario Benjamin, qui m'a introduit à beaucoup de catalogues et de discussions autour de l'art. Et pour moi, c'est personnes que je découvrais. Et on parle de, peut-être, donner des exemples de Mona Hatoum, Boltanski, Christo, Clifford Steele, Basquiat, de Kooning. Donc, des peintres comme des penseurs, des sculpteurs, des gens qui réfléchissent en installation aussi, la performance. Et ces artistes, pour moi, ils vivaient de ce qu'ils avaient dans leur âme. Et ça m'a beaucoup touché parce que pour moi, l'âme est un espace infini. Et je me suis dit qu'à 15 ans, que je voulais vivre connecté à cet espace-là et en relation avec cet espace infini. Maintenant, cette décision peut-être m'a transformé en un artiste. Et je vous raconte tout ça parce que à 15 ans, ça n'a pas de valeur ou d'importance d'être considéré ou d'être appelé un artiste. Je pense que d'avoir cette relation avec cet espace infini était plus importante pour moi que d'être considéré un artiste. Et des fois, je me pose la question, jusqu'où est-ce que c'est nécessaire de porter ce titre-là? Peut-être pour communiquer, pour aider les gens à comprendre ce que je fais de ma vie. Mais pour moi, honnêtement, ça n'a pas de valeur. La vraie valeur, c'est dans l'action de cette responsabilité ou de cette charge, de cette décision. Et pour moi, c'est comme ça que je la vis, au fait. Donc, c'est pas vraiment le titre, mais c'est le fait de vivre une vie connectée à ma sensibilité, connectée à la réalité d'une certaine manière, d'exister d'une certaine façon. Pour moi, c'est comme ça que ça a commencé et c'est comme ça que je veux continuer à la vivre. Tu veux vivre connecté à ton âme et à l'infinie Ah oui, possibilité oui, oui, qu'offre l'âme. c'est précieux. C'est pour ça d'ailleurs que je peux naviguer dans différents médiums parce que je me limite pas. Je pense que le geste artistique ne réside pas dans un médium. Je pense qu'on utilise le langage pour l'enfermer dans un langage ou des langages, mais la vérité, c'est que le geste artistique, il n'est pas contenu.
il devrait pas être contenu physiquement ou émotionnellement ou mentalement. Donc, pour moi, je réfléchis et ces idées-là se concrétisent et deviennent des résidus un peu de ma pensée. D'accord. Et tu utilises les médiums qui te parlent à ce moment-là pour évoquer ta pensée, justement. Totalement, je veux dire, le parfum, par exemple, m'est venu dans une quête de développer une relation beaucoup plus intime avec l'invisible. Mm. Donc, c'est comme ça que c'est cette volonté-là qui a donné naissance à ce rapport à l'odeur, à ce rapport à l'invisible. Ce que je considère que je faisais déjà dans ma peinture. Parce que la peinture, oui, il y a un objet qui reste du processus de création. Par contre, cet objet opère à l'intérieur des gens aussi. Et dans cet espace, c'est invisible. On peut la ressentir, mais elle n'est pas palpable. Et je pense que ce rapport est très important, parce que l'art existe dans cet espace-là, principalement à mes yeux. On évoquera ensuite tes parfums, mais justement, je vais quand même revenir sur... Effectivement, c'est une appellation artiste parce que ça rassure les gens de placer les gens dans des catégories. Ouais. À 15 ans, est-ce que tu as commencé à créer au travers de différents médiums ou à Oui. quel moment tu as commencé à créer? Tout de suite, à 15 ans, D'ailleurs, j'ai pas commencé en tant que peintre. Hein. Ouais. J'ai fait une installation dans ma chambre. Et Mario est le genre de mentor qui, lorsqu'il voyait que je signais le nom de mes amis ou mes amis venaient signer leur nom dans ma chambre, ou bien que j'avais des crânes ou des bambous avec des condons qui pendaient ou des tissus un petit peu éparpillés partout dans ma chambre. Il m'a passé un petit livre, catalogue de chambre ou de maison un peu éclectique. Et ça, c'était sa manière un peu, je pense, de me rassurer pour me dire qu'il y a un monde euh, pour toi, pour ton excentricité. Donc, ça a été ma première œuvre. Je me suis intéressé après plus profondément à la photographie. Je t'interromps quand tu dis il y avait un monde pour moi, pour mon excentricité. Ouais. Tu te sentais en dehors des gens? Totalement, je veux dire, je me sentais... Au fait, pour revenir à cette définition d'artiste, le paradigme de l'artiste, son rôle a évolué, ou sa compréhension a évolué. Il y a l'artiste héros, il y a l'artiste martyr, et on peut le voir par rapport à des moments forts dans l'histoire, où est-ce qu'on parle de Van Gogh, par exemple, ou de Picasso, ou de qui joue. Van Gogh joue plus le rôle d'artiste martyr ou fou, Picasso l'artiste héros, et aujourd'hui le type où est-ce qu'on définit comme un artiste a évolué pour être ce qu'on pense qu'il est aujourd'hui ou qu'elle est aujourd'hui. Tout ça pour dire que je pense que à cette époque-là, en Haïti, la société dans laquelle j'ai évolué était un peu bloquée dans ce paradigme de l'artiste martyr, un peu l'artiste fou qui sait pas ce qu'il fait ou bien qui explore son âme, mais qui peut laisser des séquelles positives ou négatives, mais on aide un peu dans ce genre de paradigme-là. Donc, tout ce que ça crée, c'est que ça crée beaucoup d'incertitudes. Ça crée beaucoup de questionnements et il n'y a pas nécessairement de réponse. Et les gens autour de moi disaient que, ouais, artiste, c'est pas quelque chose de nécessairement sérieux ou à prendre au sérieux. Ce qui faisait que c'est ce paradigme qu'on peut retrouver jusqu'à présent hein, dans certains pays ou peut-être même en France. Parfois, dans une famille, on peut penser que les artistes, c'est des gens un peu perchés ou c'est un peu le legs de toute cette histoire, de notre histoire, si on veut. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on prend de ce legs-là? Moi, je faisais face à ça dans ma société à cette époque-là, ce qui faisait que ça me mettait un peu à part, si on veut, sans nécessairement me juger négativement, mais j'étais différent. J'étais différent et je me sentais pas obligé de me conformer. Donc, je faisais mon chemin. D'ailleurs, ça me permettait de vivre un peu, d'apprivoiser ma solitude. Comme chantait Georges Moustaki, qu'il n'est jamais seul avec sa solitude. Donc moi, ça m'a nourri cette solitude-là. Ça m'a permis d'explorer, de faire de la photo, de peindre, de commencer à
et à m'entourer de gens un peu qui me ressemblent, Mm. qui ne se laissent pas dompter par la société. Tu as eu bien raison de ne pas te laisser dompter par la société et de suivre ta propre voie, Ah ouais, effectivement. en fait, faut pas, en fait, il faut cultiver cette liberté-là, je pense que souvent, la société nous met dans des boîtes, c'est pour mieux la servir, c'est pas Mm. pour nous servir nous-mêmes. Effectivement. Et donc, on va évoquer tes œuvres maintenant. Ouais. Et après, on évoquera aussi la solitude, parce que ça, je souhaite que tu m'en parles également. Tu as évoqué donc la peinture, Ouais. la photographie. Tu utilises différents médiums. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'œuvres qui t'ont particulièrement marqué, qui évoquent peut-être ta famille aussi, je crois, ta grand-mère, Oui. ou ta famille de manière générale? Mais l'œuvre je dirais, qui m'a le plus marqué et qui a d'ailleurs, qui m'a permis de rentrer dans la collection du Musée des Beaux-Arts de Montréal, c'est un portrait de ma grand-mère qui est dans son jardin, de dos. Euh, et je l'ai appelé autoportrait parce que bon, j'ai eu un accident en 2015 et j'ai eu plusieurs mois de rétablissement et pendant cette période-là, ma grand-mère mourait d'un cancer. Donc j'ai eu vraiment la sensation qu'on se croisait, que nos Mm. destins se croisaient dans des directions opposées. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse un tableau qui nous connecte ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai appelé autoportrait. Et, donc elle donne dos, elle jardine, et je pense que on a une vue sur toutes ces fleurs qui sont magnifiques. Moi, j'adore les plantes et les fleurs. Je pense que c'est un peu auprès d'elle que j'ai eu ce pouce vert que j'ai récupéré ou j'ai hérité ce pouce vert. Donc, c'est un tableau qui est assez important pour moi. Lorsque le musée l'a acheté, je suis devenu le premier artiste haïtien-canadien à entrer dans la collection du musée. Donc, j'ai fait un fonds au nom de ma grand-mère pour souligner son apport dans ma vie. Parce que Oui. c'est chez elle que je suis arrivé à Blainville, à Montréal, au Canada, quand j'avais 19 ans. Donc, elle a été une pierre angulaire. Je dis souvent qu'elle m'a appris ce que c'était que l'amour et le don de soi, parce que elle a toujours été une personne qui donnait beaucoup d'elle-même sans rien attendre en retour. Je pense Quitte à que, s'oublier, peut-être? quitte à s'oublier, ouais, peut-être. Ouais. Par contre, elle arrivait dans ce don de soi à créer des espaces, je dirais, très importants, sacrés pour la famille, où est-ce que tout le monde pouvait se retrouver, pouvait se laisser aller, pouvait se reconnecter. Donc, c'est un peu dans ses mains que j'ai grandi, on peut dire. C'est ton ancrage. Ouais, totalement. Je dis souvent que Haïti, j'étais un enfant, j'avais 19 ans, puis je pense que le Montréal, Blainville, c'est la ville ou les villes où je suis devenu un homme. Donc, elle a joué un rôle là-dedans aussi. Et elle joue toujours peut-être aussi un rôle aujourd'hui, puisque Oh, l'âme c'est est sûr, éternelle. c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, je porte très souvent sa bague quand je vais vivre des moments, je sais pas moi, pas difficiles, mais quand j'ai envie qu'elle m'accompagne, je porte sa bague fièrement. D'ailleurs, je la porte pas aujourd'hui. Quand j'arrive à Paris, je la porte d'habitude. Parce que je me dis, je l'emmène avec moi. Donc là, ça va, je peux le prendre comme un compliment. C'est peut-être pas un Ah moment ouais, difficile. non, là, je me sens entre de bonnes mains, là. D'accord. Et donc, effectivement, tu considères qu'elle te guide toujours aujourd'hui, ta grand-mère, qu'elle t'envoie des signes de là où elle est. C'est sûr, je veux dire, D'ailleurs, les gens qui nous touchent, théoriquement, nous envoient toujours des signes. Oui. Parce que on peut visiter cet espace-là éternellement, hein. Pour ça, Mm. d'ailleurs, qu'on amène les gens, des fois, je dis souvent qu'on amène les gens avec nous, partout où on va. Et on peut aller les revisiter, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, ce qu'on a vécu avec eux, parfois les émotions. Donc, je pense que c'est peut-être cette sensibilité-là qui m'a poussé aussi à être un artiste jusqu'à un certain point. De comprendre que les objets qui nous entourent peuvent nous faire voyager, peuvent nous faire exister différemment, et peuvent jusqu'à un certain point changer notre présent. Et tu as évoqué justement le rapport à la solitude. Ouais. Cette solitude,
Et on n'est jamais seul avec sa solitude. Et effectivement, est-ce que tu pourrais... C'est ma mère qui fait ça, que j'écoute Moustaki. Ah ouais, c'est ma mère. Elle écoute beaucoup là, Barbara, L'Aigle Noir, Edith Piaf. Je connais toutes les chansons de Barbara. Ouais. Non, j'ai... D'ailleurs, quand elle parle de son père dans la chanson Nantes, c'est... Il y a un moment... J'ai beaucoup réfléchi à l'odeur de la chambre de son père lorsqu'elle va découvrir qu'elle pourra pas reconnecter avec lui. C'est quoi cette odeur? J'ai beaucoup réfléchi à ça parce que les odeurs, c'est pas seulement... En fait, c'est tout le contexte de cette odeur. Ouais. Donc, c'est comme si il y a la pluie aussi, donc elle arrive, elle se prépare mentalement et elle sait inconsciemment que cette odeur va rester gravée dans sa mémoire. Et moi, je me dis, mais c'est quoi cette odeur de chambre, de mort, mais aussi de deuil qui s'installe. D'ailleurs, ça me fait penser au... J'ai beaucoup parlé de deuil dans un des parfums. Je pense que c'est Désir. Parce qu'on parlait avec Juliette de maternité et on parlait de l'odeur du bébé. On se disait... Juliette me disait que elle savait que lorsqu'elle sentait sa dernière fille, qu'elle ne sentirait plus cette odeur. Donc, elle a dû faire le deuil de cette odeur. Et le deuil m'intéresse beaucoup parce que on fait un peu le deuil d'un sillage. À chaque fois qu'elle s'en va, on fait un peu le deuil de ce sillage. Et en même temps, on peut peut-être se le remémorer, l'inviter aussi dans sa mémoire. Totalement, la chercher, c'est ça. Je pense que c'est ça l'obsession. Hein. L'obsession, c'est beau. Je pense que c'est important de vivre une vie d'obsession. Exactement. Mais tu ne vas pas échapper au sujet de la solitude. Ah non, mais la solitude, je la connais très bien et je peux en parler longuement. D'ailleurs, c'est mon travail de peintre qui m'a appris le plus sur la solitude. Parce que souvent, moi, elle ne me fait pas peur non plus, la solitude. Je trouve qu'elle est aussi très riche, cette solitude, et elle permet aussi d'offrir au monde après une bonne énergie, puisqu'on s'est rechargé soi-même dans sa solitude. Donc, et cette solitude, elle est bavarde. Souvent, elle nous dit beaucoup de choses. Ouais. Et justement, comment toi, tu as appréhendé la solitude, puisque visiblement, elle a quand même été un fil conducteur durant ton enfance, dans ton processus créatif, durant aussi ton accident. Ouais. Donc, comment tu as fait aujourd'hui de la solitude, je dirais peut-être ta meilleure amie? Ma meilleure amie, au fait, c'est que pour moi, la solitude, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée... elle alimente un espace mental. Ouais. Et... je dis souvent que mon esprit est très meublé. Il est vaste. Et la raison pourquoi il est vaste, c'est que j'ai eu beaucoup de temps pour l'explorer. Et pour l'explorer, il faut être accompagné d'une forme de solitude. Et mon enfance a été imprégnée de cette solitude parce que justement on parlait de cet héritage de la figure de l'artiste. Donc ça m'a permis de passer du temps avec moi-même. Et le médium que j'ai choisi de prédilection, qui est la peinture, j'aurais pu d'ailleurs, dans la photographie aussi, tomber dans une forme de solitude, mais ce serait une solitude dans le noir, parce que j'ai beaucoup développé des films en argentique, et ça, c'est différent, parce qu'on est vraiment seul dans le noir, on est isolé un peu, et c'est pas très grand, hein? Donc, c'est une différente forme de solitude. Par contre, la solitude de la peinture, on est dans le mouvement. Il y a le corps, il y a l'espace, il y a de la lumière, il y a les couleurs, il y a la texture. On est confronté à une matière qui est totalement différente que la noirceur. Et ma pratique de peintre, qui maintenant a duré ou dure depuis 15 à 20 ans, m'a permis de meubler mon espace et d'avoir un espace où me rééquilibrer. Ce qui veut dire que c'est un espace où je vais pour me sentir, pour faire de la place, pour organiser les choses. Et parfois, c'est même pas volontaire, mais juste le fait d'être là.
Parce que souvent, je vais à l'atelier, je pense que je vais peindre, mais ce dont j'ai besoin, c'est juste de m'asseoir et de regarder, d'observer. Et ce moment d'observation, ça me permet aussi de m'observer et de placer les choses dans ma tête et d'ouvrir mon esprit. Et ça, c'est très précieux pour moi. C'est très précieux et je le vis jusqu'à présent. Un peu moins aujourd'hui parce que les différents médiums que je pratique aujourd'hui nécessitent un autre rapport aux gens, un autre rapport à l'objet. Quand je fais de la céramique ou quand je fais du cinéma ou quand je fais du parfum aussi, c'est un autre rapport. C'est un autre rapport aux gens, c'est un autre rapport à mon esprit aussi. Bizarrement, c'est un autre rapport aux mots aussi. Bizarrement, parce que si dans mon atelier, quand je peins, c'est ma pensée qui est mon outil principal, c'est-à-dire je peux voyager vraiment à grande vitesse. Lorsque je fais du cinéma ou que je développe un parfum aussi, on est beaucoup dans les mots, on est beaucoup dans le choix des mots, parfois le positionnement des mots dans la phrase aussi. Donc ça vient organiser mon esprit différemment. Donc c'est une autre vitesse, si on veut. Effectivement, autant dans la peinture, tu crées seul. Dans le cinéma, je suppose que tu n'es pas seul. Tu es entouré d'une équipe. Il y a des moments, au fait, qui seraient similaires à la solitude, parce que quand j'écris de la poésie aussi, ce que je trouve... J'écris pas souvent de la poésie parce que c'est très dur. Écrire tout court. J'ai beaucoup de respect pour les écrivains et toute personne qui décide de vivre une vie d'écriture. Moi, j'ai pas eu ce courage. Tu as eu un autre courage. Ah oui, donc. oui. Heureusement, parce que je ne sais pas si j'aurais survécu. Mais la poésie, c'est une autre forme de solitude. Donc, on est seul avec notre esprit. Et c'est comme si on essayait de capturer des parcelles de notre esprit et de l'organiser et d'y faire face aussi. Parce que c'est peut-être, je pense que le tableau aussi, on y fait face. Mais pour les mots, il y a quelque chose de figé, au fait, dans l'utilisation des mots. C'est peut-être pour ça que je fais de la poésie, parce que ça reste un langage qui est très fluide et qui peut nous envoyer dans 3, 4, 5 directions en même temps, qui est très différent de textes théoriques, par exemple, ou de textes didactiques, ou même le cinéma, parce que le cinéma, c'est beaucoup de précision, c'est beaucoup de... D'ailleurs, je suis en train d'écrire un court-métrage en ce moment. Et je travaille avec une amie et la manière qu'on a commencé le projet, c'est qu'on va écrire un long synopsis. Elle est écrivaine, elle écrit un roman. Donc, on va pas commencer avec un script. On va aller avec une histoire. On va raconter une longue histoire qui peut devenir un petit livre, si on veut. Et à partir de là, on va décortiquer l'histoire en scène et faire un script. Parce que je préfère trop dire et après filtrer que d'essayer d'aller trop vite à l'essentiel. Donc, ça va être très chargé, beaucoup de détails, développement de personnages. Et à partir de là, peut-être qu'en développant le personnage, on va trouver... le dialogue va naître tout seul parce qu'on va se dire, mais non, il ou elle ne pourrait jamais dire ça ou ne pourrait jamais faire ça. On va commencer à vivre avec ce personnage. D'ailleurs, le cinéma, c'est ce que j'ai compris. Le peu d'expérience que j'ai, la matière première, c'est les humains. C'est les émotions. Et ça, c'est pour ça que je retourne, en fait, au cinéma, parce que ça me fait penser à la peinture, parce que c'est comme quelque chose que j'arrive pas à cerner, en fait. C'est tellement glissant, c'est abstrait, mais en même temps, ça peut être très précis dans la manière qu'on ressent les choses, que je me dis, je veux travailler avec la complexité de l'humain. C'est ça qui m'a poussé à... Et là, le court-métrage que je suis en train de faire, il y a beaucoup plus de dialogue. C'est une famille, une femme avec ses enfants, avec un mari, avec ses enfants aussi. Donc, c'est vraiment un couple, au fait. Il y a beaucoup de dialogue, En tout cas, c'est juste pour dire que c'est fascinant de voir comment une compréhension que j'ai acquise dans la peinture, comment est-ce qu'elle va se transférer dans un autre médium qui est aussi, si c'est pas plus complexe.
Effectivement. Et moi, ce qui m'a fasciné aussi quand j'ai préparé cette interview, ce sont tous les médiums que tu utilises. Et moi, je trouve ça très bien parce que moi aussi, j'ai plusieurs activités. Et tu le disais, justement, quand tu es artiste, finalement, c'est une étiquette qu'on te colle. Et toi, tu as envie d'exprimer quelque chose et en fait, tu ne souhaites pas te limiter à un médium. Est-ce que c'est là, c'est toi qui vas me répondre. Est-ce que c'est ton accident, peut-être, qui t'a donné cette soif de, de croquer la vie à pleines dents, d'aller sur plein de projets, de ne pas te limiter? Ou est-ce que Ben, c'était une philosophie de vie que tu avais auparavant? je pense que il y a deux choses. Je pense que ce qui lie les deux moments, parce qu'il y a une fracture, effectivement, c'est que ce que j'ai amené avec moi après l'accident qui a Ouais. peut-être accéléré les choses et ce que j'avais avant, c'est que j'avais pas peur de me planter. J'avais pas peur de vivre ma vie. Hmm. Donc, d'ailleurs, c'est pas pour rien que je suis parti à Londres. Je suis parti, je viens pas d'une famille riche, donc je me suis endetté, ça a été très difficile à Londres, donc j'avais envie d'aller vivre des choses. Donc, j'avais pas peur. Hmm. Maintenant, j'ai, après l'accident, je pense que j'ai, j'ai eu une certitude. J'ai eu la certitude qu'il y a une fin à cette vie. Parce que je pense souvent, je dis on, mais je parle principalement de moi. Euh, on vit une vie comme si on pense que la mort est loin de nous. Ouais, surtout en France, alors je sais pas à Haïti, au Canada, mais souvent c'est un sujet qu'on élude beaucoup. Ah ouais. Les gens pensent qu'ils ne vont pas Non, non, mourir. non. Ou bien ça arrive à un moment donné. Ouais. Alors que la mort, elle peut intervenir malheureusement à N'importe tout quand. instant. Ça veut dire que ce que j'ai compris, c'est que la vie, c'est quelque chose qu'on t'a donné Hmm. et qu'on peut te la reprendre à n'importe quel moment donné. Et tu peux aller te cacher sous les tables, tu peux aller où tu veux quand tu dois plier bagages. Et si tu as de la chance, tu as le temps de faire tes bagages. Hmm. Si t'as pas, moi, ça aurait été un fracas parce que je serais mort à 28 ans violemment, quoi. Et c'est intéressant parce que en tant qu'artiste qui crée des objets, je peux faire une ligne aujourd'hui dans ma pratique de tout ce que qu'on n'aurait pas connu et que je n'aurais pas fait. De 28 ans à 39 ans, il y a 10 ans jusqu'à maintenant qui n'auraient pas existé. Et je peux aller prendre mes archives et dire, OK, ça aurait été ça mon histoire. Ça aurait été à 28 ans, voilà toutes les œuvres que j'aurais réalisées. Puis après ça, c'est 10 ans après, puis on voit, tac, 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 chaque année, des Ouais. expos. Donc c'est intéressant parce que c'est comme si mon travail ou mes œuvres devenaient une sorte d'archive, un rappel de Hmm. mon existence et des gens que mon travail a touché aussi. Parce que c'est pas juste, je fais pas ça avec un esprit, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Hmm. C'est Je pense, d'offrir au ouais, monde. le vrai succès, pour moi, l'art, c'est un acte de générosité. Hmm. Puis le vrai succès, c'est de toucher les gens, c'est d'accompagner les gens. D'ailleurs, c'est pour ça que une des raisons pourquoi je voulais faire le parfum, je voulais accompagner les gens dans leur vie. Euh, Maintenant, quand j'ai compris ça, que Hmm. la vie, c'est quelque chose qu'on nous a prêté. Et tu as eu le temps Ah ouais, d'y penser ah ouais, sur au ton lit fait, d'hôpital. je me suis posé une question très simple. Et ça a changé un peu mon Ouais. parcours, fondamentalement. Mon expo de fin d'année, j'ai eu mon accident en novembre. Je graduais l'été d'après, en 2026. En D'accord. novembre 2025, j'ai eu mon accident. Je travaille sur l'histoire de l'œil de Georges Bataille. Et pendant les mois de convalescence, je me suis dit, je me suis demandé si c'était ma dernière expo, Hmm. mon dernier show, est-ce que ce serait sur Georges Bataille? Et la réponse était non. Donc je me suis dit, OK, ce serait sur quoi alors? Là, j'ai eu le temps de réfléchir et je me suis posé la question sur ma vie, sur mon existence, sur ma grand-mère qui Hmm. disparaissait, qui transitionnait vers un autre lieu. Hmm. Euh,
Et je me suis intéressé à mon histoire, à ce que j'avais à amener dans ce monde qui était le plus précieux pour moi. Et, euh, et cette mentalité en lien avec l'urgence et la nécessité est devenue un moteur dans mon travail. Je partage totalement ton point de vue parce que quand on a des cassures de vie, que ce soit des accidents, des deuils dans ses familles, dans sa famille proche, voire très proche, quel que soit l'âge, on remarque chez tous ces gens, y compris pour moi, des moteurs qui nous poussent à aller réaliser parfois les rêves les plus fous, en se disant qu'on n'a plus rien à perdre. En fait, on a traversé les flammes de l'enfer. Ouais, totalement. Donc, tout ce qui se joue après, c'est du bonus et finalement, il faut mieux tenter. Et encore, qu'est-ce qu'on appelle un échec, finalement? Exact. Au fait, tant qu'on est... Moi, j'ai compris, c'est que tant qu'on est en vie, on peut tout recommencer. Exactement. Et alors, je dis souvent à mes proches, j'ai une très bonne amie, cadeau de fin d'année, je lui dis, écoute, je te souhaite le courage. Parce que trop souvent, c'est le pont qui nous reste à franchir pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et si on arrive à le franchir, il faut le faire maintenant. Exactement. Maintenant. Ouais. Puis on verra pour la suite. Exactement. c'est se mettre en direction, effectivement. De faire le premier pas, le deuxième, puis on verra après. Donc, pour moi, ça a été un moment important. Ouais, ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Et à partir de là, les choses ont commencé à bouger. En fait, peut-être moi, j'ai commencé à bouger aussi différemment. Au fait, ce qui s'est passé aussi, je pense, dans mon travail, concrètement, c'est que j'ai réalisé que je pouvais utiliser mon travail pour penser. C'était un outil de réflexion. C'était une manière de penser la vie et la réalité. Et à partir de là, j'ai vraiment compris que ce langage, c'était principalement la peinture à cette époque-là, c'était un moyen pour moi de réfléchir. C'est un outil de réflexion. Et là, j'ai commencé à entrer des idées, des préoccupations, et c'est devenu un tremplin, en fait. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à la dictature, je me suis intéressé à la spiritualité, je me suis intéressé à l'accident aussi, à l'amnésie, à la mémoire, parce que j'ai perdu ma mémoire à court terme aussi, la place de la mémoire, la place de la cicatrice et les cicatrices invisibles aussi. Donc, ce sont avec une volonté de bien faire les choses, de les faire d'une manière, avec une forme de nécessité. C'est pour ça que je prenais le temps de bien le faire. J'ai travaillé 3 ans sur la dictature. J'y retourne des fois, d'ailleurs. Donc, tout ça pour dire que ça c'est devenu effectivement je ne sais pas si c'est un moteur, mais ça a été un pivot. Ça a été ça a dévié un peu. Je dis souvent peut-être que l'univers voyait que je m'en allais dans une direction qui n'était pas nécessairement, je sais pas dire bonne ou mauvaise, mais qui n'était pas la mienne. Et peut-être que l'univers m'a envoyé des signes. Que tu n'as pas écouté. J'étais têtu. Mais parfois, on est têtu. La bonne nouvelle, c'est que je suis un bon élève, dans le sens que quand je comprends, j'applique. C'est bien. Ouais, bravo. Mais il faut arriver au bout que je comprenne. Quand je comprends, c'est enregistré et je l'applique et je peux l'améliorer, mais l'univers m'a dit, écoute, tu t'en vas dans la mauvaise direction. Allez, voilà, hop, un bon accident. On va te recalibrer, puis tu vas comprendre un peu pourquoi tu es là. Et tu as parfaitement compris pourquoi tu étais là. Ouais, là en tout cas, je m'y accroche. Parce Très que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie, on nous l'a prêté. Quand ce sera le temps de partir, j'espère juste que je serai prêt. Et que tu auras vécu pleinement ta vie. Ah ouais, je fais tout mon possible en tout cas. Et ça se ressent rien que dans tes créations. Donc on a évoqué la peinture, la photographie, la poésie, un petit peu la sculpture.
Maintenant, et c'est le cœur de ce podcast quand même, on va évoquer le parfum. Oui. Tu as eu envie d'évoquer ou d'utiliser ou de créer avec ce nouveau médium qu'est le parfum. Comment est venue cette idée? Est-ce que tu as toujours une sensibilité aux odeurs? Oui, j'ai toujours... Au fait, je dis souvent que en grandissant en Haïti, on est consciemment entouré d'une intensité, et c'est une intensité olfactive aussi. Donc, c'est sûr que moi, j'aime j'aime les odeurs. Donc, je portais des parfums. J'ai porté des parfums pendant longtemps. J'en porte toujours d'ailleurs. Et je pense pas que j'aurais pu m'intéresser aux parfums il y a 10 ans, par exemple. Parce que il fallait que je cultive ce rapport, cet espace mental qu'on discutait tout à l'heure avec l'invisible. Que je comprenne la complexité qui peut exister dans cet espace. Et c'est à travers mon travail de peintre, travail de sculpteur et d'autres médiums auxquels j'ai touché ces dernières années que j'ai pu comprendre que l'olfactif évoluait aussi dans un monde invisible. Et je voulais me rapprocher de ce monde-là. En fait, j'ai compris qu'il y avait une différente forme d'intimité. Parce que oui, on accompagne les gens lorsqu'ils explorent, lorsqu'ils découvrent un tableau ou une œuvre. On fait partie d'eux, on rentre en eux, on existe en eux pendant un certain temps. Par contre, le parfum, c'est différent parce que on le porte et en fait, c'est une décision consciente. C'est une décision d'amplifier notre présence ou notre aura avec une odeur. Et ça m'a fasciné parce que c'est présent, c'est précis, c'est personnel, mais c'est tellement puissant et abstrait en même temps. C'est comme si ça... Et moi, ce que j'ai aimé aussi d'emblée, c'est que, contrairement à l'art, qui peut avoir un côté élitiste, en termes d'appréciation du parfum, soit on aime ou on n'aime pas. Je pense pas qu'on puisse convaincre quelqu'un d'aimer un parfum. Non. Donc ça, c'est un peu... C'est démocratique, c'est-à-dire que si on arrive à faire quelque chose de personnel, de précieux, d'unique, qui est capable de toucher les gens, c'est ça qui va déterminer son cheminement. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit, ou je sais plus si c'était moi dans mes réflexions, l'œuvre naît avec sa destination. Une œuvre naît avec sa destination et le parfum, je pense que c'est la même chose. Et lorsque les gens se sentent touchés par cette histoire, ils vont la porter. Et je me rappelle la première discussion que j'ai eue avec Juliette Karagezoglou, VP parfumeur chez l'IFF, je veux dire que c'est grâce à elle que je peux continuer à faire ce que je fais parce que c'est notre relation qui me nourrit, puis on est devenus de bons amis là-dedans. Elle m'a dit, si tu veux faire quelque chose de pertinent, il faut que tu te dévoiles. Ouais. Et, oui. Et justement, au départ, quel a été ton brief? Qu'est-ce que tu lui as dit? Au fait, je suis arrivé, je lui ai dit que je voulais faire un parfum. Je savais pas. En fait, puis je disais parfum à cette époque-là parce que pour moi, je voulais faire une odeur. Je voulais créer une expérience olfactive. Donc, je disais parfum parce que pour moi, le parfum était associé. Puis c'est en discutant avec elle, puis en étant conscient du poids des mots que j'ai compris. Au fait, c'est une expérience olfactive que je veux créer. Et je voulais... D'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontrés, on a eu 4 heures une séance de 4 heures. Et elle m'a emmené au labo, on a senti des odeurs, des ingrédients. Et après la séance, elle me dit, OK, on peut se revoir. Puis elle m'a dit, dans quoi est-ce qu'on met l'huile? Dans quoi est-ce qu'on met le jus? Je dis, écoute, moi, je sais pas, je veux accompagner, ce que je l'ai dit tout à l'heure, je veux accompagner les gens dans leur vie. Donc, on m'a dit, bon, OK, on va mettre dans l'alcool. Comme ça, au moins, tu pourras le mettre et te le sentir. Donc, c'est comme ça qu'on est tombé dans l'alcool. Et je pense 6 mois après, on a développé Île Noire. Donc, ça a été une discussion, un apprentissage, une amitié qui s'est développée avec le temps, qui m'a permis de rencontrer, une amitié qui m'a permis aussi de développer et de rencontrer le nez d'Hermès, rencontrer des différentes personnes dans l'industrie de la parfumerie parce que il y a 3 ans, moi je connaissais rien. J'arrive néophyte
je comprends à peine d'ailleurs. Ma première rencontre à l'IFF, je comprenais pas. J'ai dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux partir avec le flacon? C'est comment? J'étais vraiment... à la limite, je disais, Juliette, il faut que je te fasse un chèque. C'est comment ça? Mais elle était comme, non, non, c'est un projet, on travaille ensemble. Je disais, OK, je sortais, je m'étais... OK. On Donc va ça... pas me courir Ah après. ouais, non, mais maintenant, j'en ris, mais c'était à ce point que j'étais pas conscient de ce monde. Ouais, mais je trouve que c'est important de le dire et c'est aussi bien de le dire de ta part que l'on peut venir d'un milieu qui est totalement différent et réussir à créer aussi des fragrances. Totalement. Mais tu sais, je pense que c'est aussi mon côté artistique aussi, Mm. qui a créé une sorte d'intérêt ou de fascination. Puis je le dis souvent, le, le poids de l'artiste, la valeur de l'artiste dans la société française est très importante. Et c'est cette valeur et c'est cette importance qui m'a permis de pouvoir naviguer ce monde de la parfumerie et d'avoir accès à à un univers, à un monde, un nouveau monde. Il faut pas le négliger, ça. Parce que c'est pas le cas partout. C'est pas parce que dans certaines sociétés, tu es un artiste, OK, ben écoute, va jouer avec tes tubes de peinture. Tu vois ce que je veux dire? À la limite, j'exagère, mais tout ça pour dire que l'histoire de l'artiste et de l'art en général, l'importance de l'art et son importance dans notre vie de tous les jours, dans notre âme, dans notre rapport à la réalité, elle est très précise par rapport à la société française. Et c'est ce qui explique que j'ai pu avoir ce rapport avec Juliette, qui est un rapport totalement honnête et sans mesquinerie, parce que je suis arrivé, je savais vraiment pas comment ça se passait, comment est-ce qu'on allait pouvoir le faire. Et d'ailleurs, c'est en discutant avec le milieu que d'ailleurs, c'est après Île Noire, j'ai tellement aimé l'expérience avec Juliette que je me suis dit, il faut que je continue cette discussion, il faut que je continue ce dialogue. Ah ouais, il faut que je continue à réfléchir comme ça. Puis, tu sais, on parlait de l'architecture, de la pensée, des odeurs, tu sais. Puis quand, des fois, avec Juliette, on se rencontre, puis on parle de la vie. Mais... on sent même pas, on est juste là, on parle de sa fille, on parle de nos expériences, on parle de... D'ailleurs, je la vois demain, on vient avec des idées, mais ça évolue. Tu sais, quand on parlait de maternité, de deuil, on investit beaucoup de nous-mêmes dans ce projet-là. Et c'est très riche parce que il y a toujours de la découverte là-dedans. Puis c'est pour ça que je pense principalement que je fais de l'art aussi, c'est pour continuer à générer cet espace de découverte et de partage. Donc, après Île Noire, c'est pour ça que je dis, Juliette, écoute, si je décide d'en faire deux autres, parce que j'ai été conseillé que si tu fais deux parfums, si tu lances une marque de parfum ou une ligne de parfum, il faut en faire trois au moins. Donc, je dis, OK, trois ou cinq. Je dis, j'ai pas la patience d'attendre pour faire 5 parfums. Je veux en faire deux autres. Là, j'ai appelé Juliette. J'ai dit, Juliette, si je décide de me lancer là-dedans, elle dit, est-ce que tu me suis? Elle me dit, avec plaisir. Donc, c'est un peu ça qui explique qu'on a 3 bouteilles de parfum devant nous aujourd'hui et qu'on a développé les odeurs, qu'on a réfléchi sur une manière de créer tout ça. Puis bon, évidemment, j'ai sculpté la bouteille, j'ai le packaging. Donc, ça, pour moi, tout ça, l'expérience avec Juliette, la bouteille, la présentation, c'est un seul geste artistique. Effectivement, pour moi, un parfumeur, c'est aussi un artiste. Oh oui, donc finalement, c'est un dialogue entre deux artistes. Ah ouais. Moi, je dis souvent que les parfumeurs, c'est des conteurs. Ils racontent des histoires incroyables. D'ailleurs, souvent avec Juliette, on se perd des fois, puis on dit non, Manuel, revenons à l'histoire, revenons à ce qu'on veut raconter. Et là, on va revenir justement à Île Noire. Quelle était la source d'inspiration? Comment vous avez, enfin, quel a été le brief? Comment vous avez dialogué avec Juliette pour créer Île Noire? Au fait, quand Juliette m'a dit qu'il faut que je me révèle, donc je me suis naturellement retourné vers mon histoire personnelle. Donc, je me retourné vers Haïti, vers mon enfance. Et on a trouvé des ingrédients qui sont devenus des piliers
comme par exemple le jasmin qu'on retrouvait dans la chambre de ma sœur, proche de la fenêtre de la chambre de ma sœur que je sentais le matin quand je venais la voir. On a le tabac en relation avec les Premières Nations qui étaient sur l'île avant de venir se faire interrompre par les colons. L'ambre gris, c'était vraiment une référence au voyage, à la mer aussi. Et le vétiver, qui a ce côté très onctueux, très terre, qui fait beaucoup référence à ce côté fumé aussi parfois. Donc, ce sont des ingrédients qui sont devenus un peu le canvas de nos réflexions. Tu lui as évoqué finalement ton enfance, parce que oui, je suppose que sans t'y connaître, tu n'as pas évoqué l'ambre gris. Non. Le jasmin, ça vient de ouais, le jasmin. D'ailleurs, quand j'ai parlé du jasmin, Juliette a dit ça, c'est dans la bouteille. Ça, c'est direct dans la bouteille. Mais l'ambre gris, je pense pas que ce soit venu naturellement. En fait, je pensais au voyage et la mer. Et ça, c'est ça qui est le côté iodé un peu qui est devenu. Parce que là, on a fini un 4e parfum. Puis il faut comprendre que dans mon travail avec Juliette, parfois, on réfléchit à des concepts. C'est pour ça, parfois, il y a des ingrédients qui m'échappent parce que, je vais vous donner un exemple concret. Dans le 4e parfum, il se passe dans le désert. Et on a réfléchi à l'odeur du vent dans le désert. Donc, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut d'emblée étiqueter à un ingrédient précis. Non, et justement, c'est le métier du parfumeur. Exactement. De traduire en odeur, et moi, c'est ça que je trouve magique, de traduire en odeur un souvenir, une émotion. Totalement. Et moi, au départ, j'avais justement ce complexe de ne pas connaître les matières premières. Et ils m'ont dit, mais justement, nous, on est les maîtres, enfin, on est les chefs d'orchestre. Exact. C'est notre métier de connaître les matières premières et de le traduire justement en une fragrance. Totalement. Et de comprendre ça, ça nous permet d'approcher aussi les odeurs comme des concepts. Parce que quand je parlais du deuil pour Désir, je parle du deuil de Juliette. D'accord. Donc, Désir, c'est le 2e parfum. Tu vois ce que je veux dire? Donc, puis le 4e, c'est le vent. On se dit, OK, c'est un vent de nuit, c'est un vent du matin, c'est un vent... Donc, c'est un peu quand on pense à tout ça, pour moi, c'est très riche parce que dans mon atelier de peinture, de peintre, on pense comme ça. On est en train de réfléchir à des concepts, à des moments, à des dates dans l'histoire ou à des lieux. Et comment est-ce qu'on cristallise ces lieux-là avec un langage qui est extérieur à ces lieux-là. Et c'est ça, là. Pour moi, c'était comme un rapprochement. En fait, c'est un rapprochement naturel. Et en plus, la cerise sur le gâteau, j'ai l'opportunité de développer une amitié profonde avec Juliette aussi. Donc, c'est pas... Quand on travaille, on s'amuse. Oui. On est dans l'amusement, on est dans la découverte, dans le partage. Et on prend notre temps. On n'est pas dans, OK, on a cette date limite, on prend le temps. Des fois, on s'empare, on parle, on discute. On va marcher, on mange, on discute. Je veux dire, c'est... Puis après, on revient. Peut-être cette discussion-là va nous permettre de comprendre, OK, on veut cet espace. Parce que le 4e parfum parle de l'oasis, d'un oasis. Maintenant, on se dit, qu'est-ce qu'il y a dans cette oasis? Est-ce qu'il y a du thé? Est-ce qu'il y a un cheval? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a du vent? Puis là, on invente, on crée. Et c'est important de créer du temps et de la distance aux choses pour se permettre de les ressentir, de confirmer ce qu'on ressent. Et c'est ce que je fais avec Juliette. Et c'est précieux. Ah non, c'est précieux parce que ce temps, aujourd'hui, on a tendance à courir après le temps, à avoir des agendas surchargés et se dire, mais je réserve des temps dédiés à la réflexion, à la solitude. Ah ouais. Les gens, souvent, dans la rue, nous regardent, mais pourquoi tu consacres des temps à la solitude, à la réflexion, voilà, je prends le temps de décrire l'oasis dans le désert. Et pourtant, ce temps-là, en plus, je suis persuadée qu'il permet d'en gagner ensuite et d'avoir des créations de qualité. Totalement. Je dis souvent à Juliette, à qui veut l'entendre, que la raison pourquoi j'ai parti une marque, puis une ligne, on peut l'appeler comme on veut, c'est pour que je puisse aller m'asseoir avec elle, puis
réfléchir, puis imaginer des choses. Je veux dire, c'est ça qui m'a charmé dans Île Noire, dans la création d'Île Noire, et c'est ce que j'ai voulu répéter. Donc, quand j'ai dit Juliette, on fait 2 autres parfums, c'était pour qu'on puisse s'asseoir et continuer à réfléchir et à recommencer aussi. Parce que se renouveler dans la création. La parfumerie, c'est comme un... En fait, il y a un début et une fin, en fait. Quand on commence une histoire, on est un peu éparpillé. Après ça, on se raffine, jusqu'à ce qu'on sente que c'est là qu'on veut aller et qu'on décide, c'est... Et tu l'as senti la fin? Parce qu'une œuvre, comme une œuvre artistique, on peut toujours la continuer. Je la sens, parce que c'est dans notre collaboration avec Juliette. Souvent, on se complète. C'est-à-dire qu'on sent, puis on va dans une direction commune. On dit, OK, c'est ce test-là, c'est cette éprouvette. Mais quand la fin arrive, là, c'est moi qui dois... OK, là, Juliette, je pense qu'on l'a. Tu vois, tu le ressens. Ah ouais. Mais c'est bizarre parce que c'est la pratique de mon travail d'artiste qui m'a permis de développer une forme de maturité et de confiance par rapport à la finalité des choses. Parce que j'ai dû terminer beaucoup d'œuvres à date. C'est-à-dire, il y a des œuvres que j'ai dû contempler longtemps avant d'accepter que c'est ça qu'elles vont être. Et ça me suit dans ma vie en général parce que c'est un muscle. Tu sais, le muscle de la création, le muscle de la confiance, c'est un muscle qui me permet de savoir quand est-ce et de sentir les pistes aussi. Parce qu'on a parlé de Désir de Île Noire, mais Écho vient de Île Noire. Parce qu'on a il y a eu 2 tangentes qui étaient tellement fortes lorsqu'on développait Île Noire que j'ai dit à Juliette, si Île Noire était A, j'ai dit, écoute, on avait AB, j'ai dit, on garde B. Ouais. Il y a quelque chose ici, et c'est ça l'intuition. Tu sais, quand on est dans la création, on dit, ce tableau ou cette couleur, il y a quelque chose qui se passe ici, mais c'est la même chose pour Écho. Et dans l'histoire, on s'est dit, OK, si on va vers là, qu'est-ce qui se passe sur Île Noire qui justifie que Écho naisse? Et il y a eu une éruption volcanique qui a créé ce tourment de boisé. Et on voulait une certaine fraîcheur parce que le CCC, la lettre CCC dans Écho, c'est que Île Noire est rentrée sous la mer. Parce qu'il y a eu l'éruption. Et quand elle est ressortie, il y a eu des ripples sur l'eau. D'accord. Et c'est ça qui explique le CCC de Écho. D'accord. Ça, il y en a 3. OK. Donc, et là, quand elle est sortie, il y avait la présence de la mer, mais il y avait aussi une fraîcheur, ce côté un petit peu, c'est pour ça qu'on est allé chercher ce petit côté citrusé en tête, qui donne cette fraîcheur qui après vient s'asseoir sur un tapis de boisé assez complexe, qui est un peu l'amalgame de tout ce qui se passait sur Île Noire. Donc, c'est intéressant de voir comment une œuvre contamine une autre ou peut donner naissance à différentes... D'ailleurs, je travaille en ce moment avec Alexandra Carlin sur un parfum et on est dans cette difficulté-là en ce moment. On a deux avenues et on est tellement obsédés par les 2 avenues qu'on n'arrête pas de les développer ensemble. Eh ben, ça veut dire qu'on devrait normalement choisir, dire OK, on va aller à gauche, donc on développe à gauche, mais on a de la difficulté à choisir, donc on met un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Donc c'est fascinant de voir, puis c'est ça la beauté de la création, parce qu'on n'est pas dans on se donne pas la contrainte qu'il faut faire un parfum. C'est comme non, on explore. À un moment donné, peut-être que l'un va apporter quelque chose à l'autre et faire un pont qui va nous faire comprendre quelque chose. Et ça va être ça. C'est ça la beauté, je pense, de la création. Et c'est de réfléchir différemment aussi parce qu'on est vraiment dans un autre dialogue. Et on est 2. Ce qui est différent. Oui. Ça,
C'est différent de tous les médiums que j'utilise à date, que ce soit la peinture ou la sculpture ou le cinéma. Ce binôme, le rapport de Ouais. binôme, c'est différent. C'est très nouveau pour moi, en fait. Et je l'apprivoise. Je suis très content de pouvoir vivre ces moments-là avec des gens que j'admire et Mm. avec qui on peut vraiment se laisser aller. Oui, c'est un dialogue entre deux artistes. Totalement, ouais. Et aussi, la personne qui le porte, finalement, elle dialogue Ah ouais, aussi avec son ah monde. ouais, elle rentre dans notre univers. Ouais. Elle complète un peu Oui, ce cercle qui, c'est puissant quand même, l'odeur. ouais. Parce que c'est invisible, c'est impalpable, Ouais. et en même temps, elle s'exprime avant nous. Ah ouais. Ah Nos ouais, ouais. Elle sillages nous annonce, précèdent et ah nous ouais, ouais, ouais. Elle succèdent. annonce Elle notre annonce. présence Ouais, et une profondeur aussi. C'est ouais. ce que je trouve pertinent, c'est que cette sorte d'invisibilité peut avoir une profondeur. C'est-à-dire une Mm. odeur peut te faire t'arrêter et verser une larme, quoi. Ouais. Sur place. Ça, c'est comme, pow, comme un camion qui te frappe, mais il n'y a rien, tu vois. Puis ça te... Au fait, ce que je comprends, c'est que l'odeur te creuse, tu sais. Mm. Ça te creuse et ça va toucher quelque chose profondément à l'intérieur de toi. Et ça, tout ça pour moi, c'est la force de l'art, de la beauté, euh, de l'amour, du partage aussi. Parce que pour moi, de toucher les gens, je pense qu'on est là pour ça. Mm. En tant qu'être L'artiste humain, touche l'âme ah des ouais, ouais, gens. on est, mais pas juste les artistes, je pense qu'on réalise pas que on est interconnectés. Mm. Peut-être que les artistes ont une meilleure compréhension de ça parce qu'on pratique cette connexion quotidiennement et on la vit. Quand on ne connecte pas avec quelqu'un, on connecte avec un objet. Cet objet elle devient animé par nos intentions. Et voilà, c'est pour ça que je fais ça. C'est une autre manière de créer des connexions qui me dépassent en plus, parce que Mm. quelqu'un va mettre le parfum et quelqu'un d'autre va, oh, mais qu'est-ce que tu portes? Ou ça me fait penser à, et finalement, on vient créer une cascade d'émotions avec un geste. C'est poétique. Ouais, c'est très poétique le parfum, effectivement. Et on va terminer cet échange très poétique, justement, et très introspectif. Si tu devais décrire notre échange par un parfum, donc ça peut être une de tes créations ou une odeur, quel serait-il, quelle serait-elle et pourquoi? Euh, j'ai pensé c'est bizarre parce que j'ai pensé à cette question. J'avais quelque chose. Non, c'est vrai, j'avais Oui, quelque chose en tête. Je me suis dit, il y a une œuvre. euh, il y a une œuvre que j'ai réalisée récemment, qui est une installation qui s'appelle Ciel et Terre, qui est Mhm. maintenant exposée à FI, à Montréal. Il s'agit d'une installation qui est comme un cocon de tissu brûlé, avec plein de lianes de tissu, et à l'intérieur, une sculpture de céramique qui émane une odeur que j'ai développée avec Juliette. Euh, et quand on regarde cette installation, de l'extérieur, on a le sentiment que ça peut être très dramatique. Mais la majorité des gens qui sont rentrés dans cet espace ont tout de suite dit qu'ils se sentaient en sécurité, qu'ils se sentaient comme si c'était une... Un cocon, Ouais. Et quelque chose de l'enfance, ouais, il y a finalement, quelque chose de très chaleureux. maternant. Ouais, et c'est bizarre parce que j'ai jamais pensé à l'installation comme ça, mais je Mhm. pense que c'est l'odeur qui alimente. Parce que sans l'odeur, je pense qu'on resterait dans une idée un peu dramatique. Mais l'odeur vient nous calmer. Et, euh, et c'est ce que j'ai vécu avec toi aujourd'hui. Alors, on est dans un moment où on a arrêté le temps, Mhm. où est-ce qu'on est dans un espace, on a créé notre propre cocon, Mhm. yeux dans les yeux. Mhm.
Et c'est ce que j'aime faire, justement, Ah, créer des dialogues singuliers, c'est des précieux ça. conversations C'est avec mes précieux. invités C'est autour des précieux. odeurs. C'est précieux. Mais moi, ça m'a beaucoup nourri. Ça me nourrit. Ça va continuer à me nourrir pour le reste de la journée. Et réciproquement. Je te remercie, Manuel, pour Ça cet fait échange. plaisir. À la prochaine. Merci. Cet épisode vous a plu? Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute. Vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode? Rendez-vous sur la page Instagram de Sens Figuré ou sur mon site internet Lisez, en lien en description de cet épisode. Ensemble, sentons pour que l'olfaction devienne la boussole puissante de nos intuitions sur les êtres que nous sommes et qui nous entourent.